Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Dès que l'homme s'est pris pour quelqu'un, qu'il a commencé à donc désenchanter le monde, à se couper du monde, c'est-à-dire moi je suis quelqu'un je suis à l'intérieur de ce corps-ci, je me trouve ici, alors les limites du corps, ou alors c'est une âme personnelle, qu'importe, mais c'est en tout cas quelque chose qui est séparé de l'extérieur, de l'âme ou individuelle, ou de la peau du corps. Et à ce moment-là, évidemment, on est coupé de la totalité. Et à partir de là, il semble que certaines expériences nous font retrouver un peu la paix, un peu la joie. Et donc on est en recherche d'expériences, en recherche de choses particulières. Et c'est comme ça que fonctionne le monde aujourd'hui, c'est sur la satisfaction des désirs personnels. Évidemment, bien qu'une certaine théorie libérale semble avoir prouvé au XVIIIe siècle que la possibilité de laisser les humains satisfaire leurs désirs égoïstes semble être efficient d'un point de vue économique, on voit bien que ce n'est pas réel puisque ça ne tient pas compte de la limitation des ressources. Dans 300 ans, on n'aura plus ou dans 200 ans, de l'acier, de l'aluminium, du cuivre. Dans 50 ans, il n'y aura plus de pétrole. Enfin, je vous passe les détails. Mais tout ça, toute cette catastrophe écologique à laquelle on est en train d'assister, cette fin de monde, la cause profonde, évidemment, c'est cette coupure de l'homme avec sa transcendance. Parce que du coup, il ne prend pas en compte l'environnement. Il ne prend pas en compte la Terre en tant que Gaïa, en tant qu'entité étant interreliée avec les humains, les animaux, le végétal, les étoiles. Tout est coupé, disséqué. Et en même temps, voilà, cette méconnaissance de notre vraie nature, c'est vraiment le tabou de notre civilisation. C'est le tabou absolu. C'est pas du tout la sexualité, la pornographie, la pédophilie, les complots, les machins. Non, non. Le véritable tabou, c'est la connaissance de notre vraie nature. Et c'est aussi la cause de cette perte de sensibilité, de cette perte de connexion avec le monde, la nature, avec les autres. Donc c'est la cause de toute souffrance, on pourrait dire, et de la plupart des conflits dans le monde. Il semblait qu'il y avait des conflits avant 6000 ans, mais c'était des escarmouches entre tribus. Mais à partir du moment où l'homme a commencé à s'identifier à cette petite voix intérieure, à la pensée, et exclusivement, anthropologiquement, on voit dans les tombes, on voit que les humains ont commencé à avoir des guerres de conquête. On veut avoir, on veut posséder ce que l'autre, il possède. Et évidemment, ce désir de posséder plus que ceux dont on a réellement besoin, pour ça, c'est un bel exemple, ton appartement ici. Il y a juste le minimum, et c'est très bien. Il y a de l'espace. Ce désir de possession, il est là parce qu'on est coupé de l'être. Vous avez tous entendu parler de ça, l'être et l'avoir. Il y avait un très beau film d'ailleurs, qui s'appelait L'être et l'avoir, sur l'éducation des enfants, en primaire, je crois. Vous voyez une année
d'un instituteur, je crois, avec des jeunes enfants, c'était magnifique. Donc qu'est-ce qu'on veut? Avoir. On voit bien qu'en ayant des choses, en ayant des expériences, en ayant des rencontres, en ayant ceci, en ayant cela, bien sûr, on a des petits ersatz de satisfaction, c'est sympathique, mais ça ne dure pas. Ça ne peut pas durer. Et ce qu'on cherche, c'est quand même le bonheur permanent. Non? Oui. Et pourquoi on cherche le bonheur permanent? Parce que c'est notre vraie nature. Oui. Donc on doit en avoir le pressentiment. On doit en avoir le pressentiment. Je suppose aussi qu'il y a une sensation de manque aussi. Si on Exactement. recherche. Donc les deux, et c'est ce qui m'a amené aussi à reconnaître ma vraie nature, c'est cette souffrance, cette nostalgie, ce Heimweh, comme disent les Allemands, douleur de la maison. Cette souffrance, et en même temps, ces épisodes d'ouverture sur l'infini, que tous les êtres humains ont vécu, auxquels on est plus ou moins sensible. Et donc ce contraste entre le manque et le pressentiment que je ne peux pas être que ça, que ce que les parents, les professeurs, les médias me disent que je suis. Même sans avoir reçu d'éducation religieuse, sans avoir lu des livres sur la non-dualité, on a tous eu des expériences, en tout cas des ouvertures sur l'infini. Donc c'est ce qui nous rassemble ici, pendant ce week-end, c'est de partager notre vraie nature. Donc merci beaucoup à Carole de nous permettre de faire cette rencontre au Havre. Avec grand plaisir, Merci, et merci maman. à tout le monde d'être là, sinon eh ben, ça ne se passerait pas. La question est de savoir si c'est le bonheur qu'on recherche ou plutôt la quiétude. Alors moi, c'est comme ça que je vois les choses. Oui, ce que j'appelle le bonheur, c'est ça, c'est la paix. Ouais. La paix, le véritable bonheur, c'est la paix. On pourra voir aussi que notre vraie nature... Alors, on dit dans les textes traditionnels que dans la Brihadaranyaka Upanishad, qui date des 2700 ans, qui fait partie des Upanishads majeurs, on essaie de définir l'absolu, Brahman, mais on n'y arrive pas, parce qu'il n'est ni ceci ni cela. Et c'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'apparaît cette voie apophatique, négative, qu'on ne peut pas définir l'absolu. Ça ne peut être défini que de façon apophatique, c'est-à-dire négative. Ça ne peut être ni ceci ni cela, on ne peut pas le qualifier. Mais bien que Brahman, l'absolu, ne soit pas qualifiable, on dit aussi dans les Upanishads que la nature de Brahman, c'est Sat, Chit, Ananda, c'est-à-dire être, conscience et félicité. Cette félicité, il ne faut pas l'entendre au sens où nous entendons la joie, les plaisirs d'être avec des amis, d'aller voir un bon film, d'être devant un beau paysage, c'est ce qui est fort sympathique. Mais c'est la félicité d'être, c'est la joie d'être, qui est sans objet. Et donc au fond, c'est la paix, bien sûr. On pourrait dire que c'est pas un attribut, mais quand on reconnaît sa vraie nature, il y a une détente, puisque on reconnaît qu'il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de résistance à ce qui est. Donc, oui, ce que j'ai appelé bonheur, c'est finalement la paix, tu vois. C'est être sans désir. On pourrait dire que oui, ce qu'on cherche, c'est d'être sans désir. C'est tous nos désirs, tous les désirs qu'on a eus, toute notre vie durant, ne visaient qu'une seule cible, être sans désir.
Parce que, oui, parce que quand on désire, par exemple, je ne sais pas, en tant que désir personnel, hein, je ne parle pas de l'élan de vie, mais quand on désire, par exemple, voilà, avoir une famille, par exemple, c'est qu'on espère, au travers de cette famille, au travers de cette rencontre amoureuse, des enfants, de tout ce qui va avec, on a un certain imaginaire comme quoi avoir une famille va nous apporter cette fameuse quiétude, ce bonheur. Et on voit bien que pour ceux qui ont une famille... On voit bien que pas du tout. C'est peut-être même... C'est pour ça qu'on essaie de l'enfant. Oui, on essaye même plusieurs fois. Ça marche pas, c'est pas grave. Allez, on fait une autre. Je recommence. Et Oui, c'est exactement ça. Parce que, oui, effectivement, quand on obtient l'objet apparent de notre désir, ça suffit pas. Au départ, il y a une détente. Oui, au départ. Et il faut bien regarder ça, c'est passionnant de regarder ça. Pourquoi il y a une détente? Pourquoi est-ce que l'apparente quiétude que l'on cherche tous nous est dévoilée au moment où on fait une rencontre amoureuse, où on a un projet de famille voilà. Pourquoi? Parce que le désir d'avoir une famille ou le désir de rencontrer quelqu'un, ça a l'air sympathique le désir, mais le désir c'est vouloir, donc espérer quelque chose, et en même temps c'est désespérer, tant que je ne l'ai pas. Donc le désir est toujours accompagné d'une tension. L'anxiété. C'est ça, parce qu'on pourrait rater la cible. Ah oui, parce que Et si le jamais Et le perdre après, si plus je rate tard. mon coup, Mais déjà, avant de l'obtenir, Oui. on pourrait le perdre, on pourrait ne pas l'avoir. oui. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le samsara. Ils appellent ça, les bouddhistes, c'est la roue des peurs et des désirs, dans lequel on est entraîné mécaniquement dès qu'on se prend pour quelqu'un. On fonctionne comme ça. Mais c'est vrai que quand l'objet apparent, je dis bien, de notre désir est atteint, qu'est-ce qui se passe? Il y a un soulagement, il y a une paix relative et puissante parfois, dont on se souvient des années après. Et pourquoi elle est là, cette paix? D'où elle vient, cette paix? Elle était déjà là, forcément, sinon elle vient pas vite. Si elle n'était pas déjà là, elle ne pouvait pas se manifester. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Mais pourquoi elle n'était pas là avant l'obtention de l'apparent désir? Parce qu'elle était étouffée par le désir. Oui, qui est peur, qui est tension vers. Ouais. Oui. Et on ne peut pas goûter à la sérénité, à la paix de l'être, de la paix que nous sommes, tant que nous sommes tendus vers quelque chose de plus qu'ici, plus tard que maintenant, et ailleurs qu'ici. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de croire que le Père Noël est réel, et en même temps de voir que derrière la barbe se cache mon voisin, mon oncle ou mon papa. Soit on voit le Père Noël, le Père Noël, et on imagine les cadeaux, et d'où il vient, et le traîneau, et tout ça, blablabla, l'histoire, ou on voit le voisin, ou l'oncle. Et c'est pareil, en fait, on ne voit pas la nature du désir. On croit que la satisfaction que l'on obtient, cette paix, cette joie que l'on ressent lorsqu'on rencontre quelqu'un, elle vient du quelqu'un. Oui, de l'extérieur. De l'extérieur, elle vient du monde, elle vient de l'expérience. En réalité, elle vient du fait que momentanément, le désir a cessé, et donc la peur a cessé. Ça, je vous invite à le voir maintenant, pour vos propres désirs, s'il y en a, les désirs personnels, ou les désirs précédents qu'il y a eu.
Robert nous dit, ouais, la paix forcément que l'on ressent, elle était déjà là. Mais c'est tellement tentant de penser que cette quiétude vient de ce contact avec le chat. Et que si un jour tu n'es pas là, il faudra te remplacer par un autre chat. Voilà, on remplace. Puis c'est pas pareil. Mais non, tu es irremplaçable. Comment il s'appelle ? Poupoune. Poupoune. C'est recherché. C'est recherché. C'est la grand-mère, la doyenne de tous les chats. Ah J'en bon ai eu 18. Ça se voit. 18. Elle fait jeune, non? Et t'en restes combien là? 6 au total. Donc t'as beaucoup de désir de chat. Ah oui, oui, gros désir. Gros manque à combler. Mais tu fais un élevage ou quoi ? Oui, j'ai fait un élevage. Ah voilà, c'est ça. C'est pour ça que... Il y en a 4 dans la maison là et 2 chez Alain. D'accord. Donc oui, il faut bien regarder ça en nous, en vous, en chacun. C'est très important. Parce que c'est tellement tentant d'inférer d'une rencontre, d'une lecture, d'une vidéo, d'un film, d'un contact avec la nature, que cette paix, cette joie, cet amour que je ressens me vient des arbres, me vient de la vue de la mer ou de la baignade matinale dont on parlait tout à l'heure. Tu as la chance de faire ici au Havre, Ah oui, hiver comme été. c'est un plongeon. Parce que tant qu'on n'a pas découvert la nature réelle du désir, on ne peut pas découvrir ce que Albert Camus apparemment a découvert, à savoir qu'en chacun de nous, au sein même de l'hiver, il y a un éternel été. On ne peut pas redécouvrir notre vraie nature. C'est pour ça que la plupart des gens, et on a tous fait pareil, moi y compris bien sûr, tant que quand ce que j'avais tant désiré ne m'apportait pas la... J'avais l'impression au bout d'un moment de ne plus retirer de la lecture, de l'enseignement, d'une relation amoureuse, amicale, familiale, la même paix, etc. Et bien, peut-être que c'est ce que vous avez fait aussi comme moi, ben on remplace le livre par un autre, le film par un autre, on remplace la personne, l'activité par une autre, voilà, la voie spirituelle par une autre, le maître par un autre, le psy par un autre, la compagne, le compagnon par un autre, la famille. Et on peut faire ça, il n'y a pas de souci avec ça, mais à un moment donné, il est possible de voir d'où vient le bonheur en fait. Il ne vient jamais de l'expérience. Il vient de ce à partir de quoi on regarde, ce à partir de quoi on est conscient. Dans la Kena Upanishad, une très belle Upanishad, il est dit ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Tel est le Brahman, c'est-à-dire tel est l'absolu. Et non cela qu'on honore comme tel. Donc c'est cette invitation dans toute la spiritualité authentique. Ce que j'appelle authentique, c'est celle qui nous révèle l'ici maintenant, la non-séparation, celle qui nous révèle notre vraie nature. Dans toute la spiritualité authentique depuis 6000 ans, on est invité à retourner le regard vers depuis ce qui est regardé, vers ce
à partir de quoi on regarde. Et là, on peut découvrir, comme vous l'avez sans doute déjà entendu, que je suis ce que je cherche. Et je pense que ceux qui ont eu des lunettes ont peut-être déjà vécu cette expérience de chercher ces lunettes alors qu'elles étaient posées sur le nez. C'est pour ça que ici, ce qu'on partage ici pendant ce week-end, c'est pas un enseignement, c'est pas une accumulation de savoir. On va plutôt que de rajouter des savoirs, on va soustraire. C'est une soustraction. On va se défaire des croyances. Et la croyance principale, celle qui soutient toutes les autres, c'est la croyance que je suis quelqu'un, que je suis une entité séparée, que je suis au contrôle de ma vie, que je suis l'auteur de mes pensées et l'acteur des actes. Alors comment se défaire de cette croyance qui fait que ce que je suis, être, je suis, est quelqu'un, est une personne, un homme, une femme, un Français, un Belge, un Danois, un chanteur, un médecin, un bien portant, un malade, un ceci, un cela. Bien, il faut redécouvrir la nature de je, la nature réelle de je. Et on ne peut pas faire ça en se basant sur la mémoire. La mémoire. On se base de moins en moins sur la mémoire. Ça nous arrive. Je peux le dire. C'est pour ça qu'avec l'âge, Je n'ai pas confiance du tout. c'est pour ça qu'avec l'âge, c'est auspicieux. Voilà. Et c'est pour ça que quand on aura tous Alzheimer, on sera passé libéré. Oui, pour eux, le passé n'existe pas. Le passé n'existe pas. Exact. Voilà. Tu te rends compte, c'est la mémoire qui nous dit qu'il y a un passé, sinon il n'y a pas. C'est ça. Sans mémoire, il n'y a pas de passé. Bah oui. Voilà. Et sans mémoire, il n'y a pas de problème non plus. Non plus. Moi aussi, après, tu as l'imagination qu'on ne crée pas mal non plus. Bah, Sans mémoire et sans imagination, on va dire. Oui, parce que l'imagination, finalement, c'est basé sur la mémoire. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer si on n'a pas de mémoire. Ben voilà. Ah oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça. Non, pour penser que l'imagination... Ah oui, comment imaginer quelque chose parce qu'il n'y a pas la mémoire. Oui, bah oui. C'est pas du Puis présent. par rapport au présent, on peut s'imaginer un petit peu une évolution. Il faut des références, c'est vrai. Il faut des références. Oui, oui. J'ai des cours aussi. Ah oui, donc il Vous faut... voyez, Vivement Alzheimer. Hein. alors il y a un autre moyen, il y a un Oui, autre oui. outil pour pointer vers notre vraie nature atemporelle, impersonnelle, accueillante. Ben, c'est d'investiguer la nature de jeu. C'est pour ça que dans l'Antiquité, sur le temple d'Apollon, à Delphes, il était inscrit « Connais-toi toi-même ». Et tu connaîtras l'univers et ses dieux. Parce que si tu te connais toi-même, tu vas connaître ce par quoi tout est connu. C'est donc la connaissance la plus importante. Alors comment allons-nous nous connaître, puisqu'on est déjà? On va simplement se reconnaître et investiguer la nature de ce que l'on nomme je. Comment on va faire? Ben, je vais simplement vous inviter à défaire votre attention, qui en général est portée vers les perceptions, vers les couleurs, vers les formes, vers les odeurs, les goûts, les sons, les couleurs.
les sensations, les émotions, les pensées. Voilà notre vie, hein. Elle est faite de ces 6 ingrédients. Pensée, sensation, odeur, goût, couleur et son. Tout être humain, voilà, on va dire, les pixels avec lesquels chacun de nous, on se fait nos films. Hein? Il y a peut-être des martiens ou des extraterrestres qui ont d'autres pixelisations. Mais quand bien même je rencontrerai un extraterrestre, je serai surpris, je serai étonné. Mais mon étonnement ne pourra jamais égaler l'étonnement d'être. Et que peut-être que je pourrais partager cet étonnement d'être avec cet être qui a peut-être d'autres canaux de perception que moi. Qui sait? Mais en tout cas, quels que soient les pixels dont dispose un être vivant, ce qui importe ici, c'est pas ce qui est perçu, c'est cela qui perçoit. C'est cela qui a conscience. Et comment est-ce qu'on nomme, dans toute langue, cela qui en nous a conscience? Comment est-ce qu'on nomme ça? Cet espace de conscience. C'est pas nommable en fait. C'est pas réellement nommable, mais dans chaque langue, on a un mot pour ça, qui est le mot le plus utilisé dans chaque langue. Je. Oui, ça c'est je. Mais oui, c'est je Oui, Toute la journée, vous pensez, je mériterais qu'il me parle autrement, ou j'aimerais bien que, ou je ceci, je cela. Ah oui. Comment tu vas? Je vais bien. Oui, il y en a qui répondent il va bien. Surtout en Normandie, on dit il va bien. Ah. On parle, on dit souvent il. Ah, c'est vrai, les Normands. C'est vrai. Je suppose que ce il est très identifié au jeu. Ils sont deux. Alors ici, ce que nous allons essayer de faire, finalement, c'est de dépêtrer le jeu véritable que nous sommes de toutes ces surimpositions auxquelles le jeu au cours du temps s'est identifié, finalement. Et donc je vais simplement vous inviter à faire ce que Ramana Maharshi appelait, qu'il a rendu un peu populaire, bien qu'il n'était pas seulement populaire grâce à cette investigation du soi, mais il l'a rendu populaire et il est connu pour proposer souvent à ses visiteurs cette investigation du soi. Quand les gens arrivaient avec une question, il leur posait la question, mais qui pose la question? Alors la personne disait, moi. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce moi? Quelle est la nature de ce moi? À qui apparaît ce moi? Et donc il invitait à investiguer la nature de je, parce que je, c'est la première des pensées. En chaque être humain, il y a cette pensée je. Et à partir de là, se décline une arborescence de croyances. Donc si on revient à la pensée principale, le je, le mental va tout de suite, ou dans peu de temps, se calmer. Donc je vais vous inviter à centrer votre attention non pas sur ce dont je a conscience, peut avoir conscience des sons, des sensations, des pensées, des émotions, mais d'être attentif à je, à ce je qui est toujours déjà là, à plonger profondément dans je, et donc à inverser la flèche de l'attention et de la ramener vers ce qui en nous est conscient et que l'on nomme je. Il n'y a même pas à inverser la flèche de l'attention. L'attention, c'est deux mots latins qui signifient
se tendre vers, ad tendere. Il y a juste à détendre la tension, en fait. C'est pas comme si la tension était sur le personnage et puis tout d'un coup il va sur une espèce de jeu mythologique ou une sensation intérieure, ou une pensée. Non, 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 non. Ramener l'attention vers jeu, ça veut dire détendre l'attention. Nous n'avons pas besoin en cet instant d'être attentifs à quoi que ce soit. Il n'y a rien sur quoi se focaliser. Il n'y a rien sur quoi nous devons nous concentrer. Nous pouvons tout simplement nous permettre, nous autoriser à pleinement relâcher l'attention. L'attention et la tension. Il n'y a pas lieu en cet instant d'être tendu, de se tendre vers quoi que ce soit. Soyez simplement, pleinement conscient de la pensée-sensation « je suis », de ce sentiment d'être. Quelle que soit l'expérience que nous faisons, je est toujours présent. Je précède toute expérience. C'est incroyable parce que nous avons vécu des millions, des milliards d'expériences depuis notre naissance. Et les expériences changent, ne sont jamais tout à fait les mêmes. Bien que nous avons des mots pour désigner des expériences qui se ressemblent, qui donc semblent être les mêmes. Mais aucune expérience dans votre vie n'est jamais la même. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, comme disait Héraclite, philosophe présocratique. Toutes les expériences de notre vie sont changeantes. Et quelque chose au cœur même de toute expérience et qui imprègne 100% l'expérience, passe inaperçu. C'est je suis. C'est l'expérience d'être. N'est-ce pas incroyable que nous avons passé la plus grande partie de notre vie, ou une grande partie, à, entre guillemets, faire, vivre des expériences en oubliant le seul élément réel de l'expérience qu'est je suis. Comment? Alors là, on prend un temps pour se rappeler à je, sans la mémoire. Au simple fait d'être. Je suis. Si je vous pose la question, est-ce que vous êtes en train d'être? Chacun d'entre vous va répondre oui. Et même si quelqu'un dit je joue un peu au malin avec moi, ça arrive. Oui, enfin, on ne peut pas trop savoir, il peut y avoir toutes sortes de réponses ou non. Eh bien, même de ça, vous en avez conscience.
il y a un je suis c'est la conscience. Il y a une conscience qui précède toute expérience, tout ce qu'on peut penser, dire, imaginer, sentir. Je suis là. Jésus, dans les évangiles, disait avant qu'Abraham ne fût, c'est-à-dire avant l'histoire du peuple juif, avant l'histoire, avant le temps finalement, je suis. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ça veut dire que ce je suis, que nous sentons tous ici maintenant, il est hors du temps. Il n'a absolument rien à voir avec le temps. Il n'a rien à voir avec ce que nous percevons, avec les sensations, les émotions, les pensées, les couleurs, les formes. Je voulais dire quelque chose. C'est comme tu sens. Mais je vois bien quelque chose qui regarde je. Je Quel- sais pas je. Je vois quelque chose qui regarde le jeu. Il y a quelque chose qui regarde je. Je sais pas je. Qu'est-ce qui regarde Il y a le quelque jeu? chose qui est conscient. Mm. Il n'y a pas de jeu. Si je vais à la source du jeu, je le. Qu'est-ce qu'il y a à la source du jeu? Qu'est-ce que tu découvres, toi, à la source du À la jeu? source du jeu, il y a quelque chose qui voit le jeu. Et cette source, Ouais. conscience du jeu. C'est ni ceci ni cela. Je ne sais pas je. Oui, mais effectivement, ce non-jeu que tu découvres, c'est je. C'est ce que nous... Oui, d'accord. Donc après, c'est une question de terminologie. C'est pour ça que Ramana Maharshi appelait cette méditation que nous sommes en train de faire, cette investigation du soi, il l'appelait le je-je. Ah oui, d'accord. C'est plus- C'est le jeu qui regarde le jeu. Non mais il n'y a qu'un jeu. Oui. Il n'y a qu'un jeu, il n'y a jamais eu qu'un jeu. Quand vous rêvez la nuit, il n'y a qu'une personne qui dort dans le lit. Mais vous pouvez jouer au fait d'être un cygne ou un vilain petit canard dans le rêve. Vous pouvez imaginer d'être Poutine ou Zelensky, Tous les d'être possibles. un vieillard ou un enfant. Oui. Mais il n'y a qu'un seul jeu. Ce qui est conscient d'eux. Oui, on pourrait dire. Mais c'est même pas... C'est la conscience. Parce que quand on dit conscient d'eux, Il y a C'est quelqu'un qui est là. voilà, on est encore dans la dualité. Hein, et effectivement, quand on parle de la conscience en général et qu'on parle de la conscience individuelle, on parle plutôt de quelque chose qui a conscience d'eux. Oui. Donc, mais quand on investigue la nature de jeu, comme nous sommes en train de le faire maintenant, effectivement, nous découvrons que le jeu pour lequel je me prenais, pour lequel peut-être tu te prenais momentanément, ou Robert, tout ça, ça tu le vois. La personne n'est pas cela qui est conscient. Oui. La personne est ce dont j'ai conscience. D'ailleurs, persona, la personne, La personne. ça vient d'un mot personale, pour résonner, pour sonner. Et ça vient ultimement du mot, paraît-il, faire ça, je crois, en perse ou en grec. Le masque. Donc la personne, étymologiquement parle. Bon, c'est un peu controversé, mais beaucoup semblent dire que ça vient du mot masque. Hein, que le masque qu'on mettait sur le cœur dans la tragédie grecque, le cœur avait un masque et
c'était le porte-voix du personnage. D'ailleurs, on dit à l'opéra, peut-être certains d'entre vous savent que je chante à l'opéra. Je officie parfois comme chanteur lyrique. Et dans l'enseignement du chant, on parle du fait de chanter dans le masque, donc de faire passer la voix dans le masque. Mais le masque, c'est une apparence. La personne est une apparence. Et d'ailleurs, cette personne, elle change. Quand vous vous regardez dans la glace, vous êtes comme moi, vous n'avez jamais la même gueule. Selon que vous avez bien dormi ou pas. Selon le vieillissement cellulaire. Il ne faut pas croire le miroir. Et donc, ce jeu qui se dévoile, quand vous demeurez juste avec ce sentiment d'être, c'est un jeu qui voit apparaître et disparaître la personne, qui voit apparaître et disparaître les pensées, qui voit apparaître et disparaître les sensations, et donc le corps, mais qui n'apparaît pas lui-même et ne disparaît pas lui-même avec les pensées. Et vous avez eu depuis votre naissance, je ne sais pas moi, des centaines de milliers de pensées, peut-être même des millions. Je ne sais pas combien on en a par jour. Mais 70 000. 70 000. Une par seconde, j'ai compté. Plus d'une par seconde. Moi, je les ai pas. Le chiffre officiel, c'est 50 à 70 000, d'après les chercheurs. J'ai regardé, ça représente à peu près une par seconde. Ouais. Et donc quand tu as commencé à compter les tiennes pour savoir si tu étais en rapport C'est avec pas les autres, du tout dans cette moyenne-là. Enfin, Tu t'es endormi? Et donc on a eu des millions de pensées, mais aucune n'est présente maintenant. Est-ce qu'il nous manque quelque chose pour autant? Il y a quelque chose qui était témoin quand on était enfant, quelque chose qui était témoin quand on était petit, et qui est témoin quand on est vieux, c'est la même chose. En fait, on s'aperçoit que ce qui est le témoin de l'enfance et le témoin du vieux, c'est le même. C'est ça. Hein? On découvre que ce je suis dont parle Jésus. Il n'a pas changé, ce truc il n'a C'est pas ça. changé, il me voit petit et il me voit un peu, toujours petit. Un peu moins petit. Mais il est toujours là, il me voit toujours. Ouais. Voilà. Voilà. On est vu. Et on est vécu. Et on est aimé. Quand on repense à l'enfance, mais qu'est-ce qu'il regarde de l'an? Qu'est-ce qu'il me regarde? Voilà, qu'est-ce qu'il voit quand j'étais petit? Qu'est-ce qu'il voit ça? Ça fait drôle. Oui, ça fait drôle. Mais nous n'allons pas C'est aller. le même. Oui, mais nous n'allons pas aller au cœur de l'enfance Non. par la mémoire pour s'en souvenir. On va le réaliser maintenant. C'est maintenant. Voilà. Et pourtant, oui, c'est tout de suite. Tout de suite. On voit l'enfant. On le voit. Maintenant. Bah oui. Et en fait, quand Jésus dit avant qu'Abraham ne fût, donc il suppose le temps, je suis. Ça veut donc dire que je suis est atemporel. Et ça signifie donc que le je que je suis maintenant, comme tu le dis, et le je que j'étais, en apparence en tout cas à 5 ans, c'est le même je suis. Les sensations étaient différentes, les pensées étaient différentes, les croyances étaient différentes, l'environnement était différent, mais je suis le même. Oui. Et cette présence qui est là maintenant, ce je suis, cette conscience qui est présente, et qui donc a toujours été là, est-ce qu'elle a une limite? Est-ce que cette présence que vous êtes a une limite? Si vous fermez les yeux et que vous étendez votre attention dans toutes les directions, vers le haut par exemple d'abord, est-ce que vous pouvez trouver une limite à cette présence, à cette conscience, à ce je suis?
et vers le bas. Il y a peut-être des pensées qui vous disent qu'il y a une limite, ou des sensations, mais voyez alors que ces pensées, ces sensations ne font qu'apparaître, se déployer puis disparaître au sein d'une présence qui est déjà là. Et donc, il faut regarder, hein, il faut chercher jusqu'à ce qu'on trouve. On doit chercher. Il faut qu'il y ait cette recherche. Troisième logion de l'évangile de Thomas. Cherche jusqu'à ce que tu trouves. Quand tu auras trouvé, tu seras étonné. Quand tu seras étonné, tu seras émerveillé. Et tu régneras sur le un. Il faut chercher. Il faut chercher quoi? Il faut voir si cette présence a des limites, par exemple. Et c'est très facile à faire. Et vous voyez bien que dans l'expérience directe, hein, si vous ne faites pas référence à la mémoire, vous ne pouvez pas trouver de limite à cette présence que vous êtes. Vous ne pouvez pas trouver des objets qui se situeraient en dehors de cette présence. Tout doit nécessairement apparaître dans cette présence, que ce soit une pensée, une odeur, une couleur, une sensation. Tout apparaît dans cette présence. Et est-ce que vous n'êtes pas cette présence? Êtes-vous une pensée qui apparaît, qui disparaît? Est-ce qu'une pensée est consciente? Vous êtes conscient de la pensée. La pensée n'est pas consciente de vous, même si elle fait le malin. Mais là, on est là pour partager ce week-end la fin de la duperie. On ne veut plus être dupé. Voilà. Donc il s'agit juste de se rendre compte qu'une pensée n'est pas consciente. Moi, je suis conscient de la pensée. Et je vois apparaître et disparaître les pensées, mais moi je n'apparais pas et disparais pas avec elles. Donc ça veut dire que ce que je suis n'est pas fait de pensée. Et donc je ne suis pas le mental. Le mental apparaît en moi. De même, les sensations du corps, les émotions, les sensations, les vibrations, elles apparaissent. Elles se déploient. Et elles disparaissent. Mais moi, qui en ai conscient, je n'apparais pas avec elles, je ne disparais pas avec elles. Je demeure. Et donc je ne suis pas non plus fait de sensations. Ça veut dire profondément que le corps, il apparaît, il disparaît en moi. Donc vous découvrez, en investiguant la nature de je, que je n'est pas le corps mental. Le corps mental apparaît, disparaît. Et donc, je n'a pas de limite. Et quelque chose qui n'a pas de limite, est-ce que c'est personnel? Donc il n'y a aucune raison de penser que quelque chose d'illimité puisse être personnel. C'est pour ça que quand vous vous éveillez à la nature de je, de ce que vous êtes vraiment, vous découvrez la nature
de tous les êtres. C'est la même nature, le même jeu en chacun de nous. Pourquoi avoir la pensée que le jeu serait différent, puisque ce jeu est sans limite. Donc il n'est pas personnel. Donc en ce moment-là, nous avons tous des pensées sans doute différentes, nous avons tous des perceptions différentes ou filtrées différemment, disons, même si on s'accorde sur le fait qu'il y a un sol, un plafond, une caméra, deux chats et qu'on est au Havre. Mais les perceptions sont différentes, les pensées sont différentes. Mais ce qui en nous est conscient de ça, c'est le même. N'est-ce pas hallucinant, quoi. Et c'est ça que nous sommes. Parce qu'on n'est pas habitué, c'est hallucinant. C'est comme ça. On n'est pas conditionné pour comprendre. On n'a pas l'habitude, on va dire, d'en être conscient. Donc, on trouve ça bizarre. Donc je est conscient, et ce dont je a conscience n'est pas conscient, d'accord? Ça veut dire que je est ce par quoi tout est connu. Vous êtes ce par quoi tout est connu. Ça veut dire que tout dépend de vous, mais vous, ce que vous êtes, ne dépendez de rien. Donc, c'est cette quiétude que nous retrouvons quand nous investiguons la nature de qui je suis réellement. Lorsque je suis n'est plus identifié à... Ton prénom c'est quoi déjà? Jerry. Jerry, Wadan. Eh bien, je réalise que je suis la quiétude. Je réalise que cette quiétude ne dépend d'aucune circonstance. Et puisque je suis en plus illimité, est-ce que quelque chose d'illimité peut manquer de quelque chose? Pour manquer de quelque chose, il faudrait être limité. Ah oui, c'est forcément... Donc si vraiment vous éprouvez que vous êtes cet infini, parce que vous n'arrivez pas à trouver le fini dans la conscience, vous avez cherché. Vous devez chercher jusqu'à ce que le mental s'épuise, jusqu'à ce qu'il abandonne. Vous pouvez vous abandonner à Ama, mais vous pouvez aussi bien vous abandonner à la conscience infinie qui est là, qui est disponible maintenant. Comment? En découvrant qu'elle n'a pas de limite. Tout simplement. Je est sans contour, sans limite. Et du coup, il n'y a pas d'impression de manque. Est-ce que quelque chose d'illimité peut manquer quelque chose? Et ce que l'on appelle absence de manque, une terminologie donc apophatique, non duelle, en réalité c'est ce qu'on appelle la joie. Quand vous manquez de rien, vous vous sentez plein, plénitude, complétude, joie. Et puis ce jeu, dont vous ne pouvez pas trouver les limites, qui est conscient de tout, ce qui apparaît en lui, est-ce qu'il y a une distance entre je, ce que vous êtes réellement et que vous vous redécouvrez être maintenant, cette présence consciente, et les pensées qui sont les vôtres? Est-ce que les pensées apparaissent à une certaine distance de la conscience que vous êtes, de je, ou est-ce que je et les pensées apparaissent en même temps? Est-ce qu'il y a une distance entre les pensées, les sensations et ceux-là qui en a conscience? Alors s'il n'y a pas de distance, il n'y a pas de séparation, puisque tout apparaît en vous, en cet instant, dans la conscience,
même les couleurs. J'ouvre les yeux, les couleurs, les formes, tout apparaît dans cette présence. Est-ce qu'il y a une distance entre ce que je suis réellement, et les amis en face de moi ou le mur d'en face? Non, il y a une distance entre le corps de Dan, le corps de Jerry, et les autres corps. Mais est-ce que entre la conscience que je suis et ce dont j'ai conscience, la porte, l'ami en face de moi, les couleurs, est-ce qu'il y a une distance? Est-ce que vous pouvez trouver l'endroit où vous vous arrêtez là, en tant que la conscience et où commencerait une expérience visuelle, olfactive, gustative, sensorielle, mentale? On peut investiguer les yeux ouverts ou les yeux fermés, c'est du pareil au même. Ouais. Nous verrons ça plus précisément avec la vision sans tête, mais vous voyez déjà que c'est pareil. Il n'y a pas de distance entre la conscience. Vous ne pouvez pas délimiter. On peut tenter de créer une limite entre l'Ukraine et la Russie. Hein, en tout cas sur la carte. La carte, c'est le mental. Quand le mental n'est plus là, quand on est dans l'exploration directe, moi je ne trouve pas de distance entre la conscience que je suis à 0 cm de moi-même et les objets perçus dans la conscience. Ils apparaissent tous à 0 cm de la conscience. Donc il n'y a pas de séparation. Je ressens ça. Hein? Je ressens ça comme une unité, comme une espèce de source, je sais pas. Ouais. C'est pas une... Ouais, c'est vrai qu'on... On trouve pas les mots. Oui, bon, moi j'ai pris l'habitude d'utiliser des mots, mais pour essayer d'aider les amis à redécouvrir ça. Mais il n'y a pas de mots, bien sûr. C'est indicible. C'est. Pourtant, c'est. C'est, comme dit le poème de Maître Eckhart, c'est, mais personne ne sait quoi. C'est ici, c'est là, c'est loin, c'est proche, c'est profond, c'est élevé. Ce n'est ni ceci, ni cela. C'est ainsi. En même temps, moi je dirais que lorsque je sens la conscience en moi, que je ne fais nullement référence à tout ce que j'ai lu, et aussi à mes précédentes expériences méditatives, où je me sentais beaucoup plus vaste que ce que je sens là présentement, actuellement, je ne sens effectivement pas de limite. Ceci étant, je n'irai pas jusqu'à dire que cette conscience, je la perçois comme infinie et illimitée. Parce que si maintenant là, effectivement, en moi, je sens une présence à l'intérieur, mais si j'ouvre les yeux et que je regarde là-bas, je n'ai pas l'impression que cette présence est là-bas, mais j'en sais rien. Donc, à partir de quoi est-ce que tu regardes? Tu parles de quel objet? Oh, peu importe, je veux dire, Prends un objet, quand je sens la présence, là je la sens jusqu'à, je sais pas si c'est la présence ou l'énergie ou je sais pas quoi, mais je la sens jusqu'à une certaine distance peut-être. Ça c'est une perception, ça. Qui devient, ouais, okay, peut-être. Ouais. Ça c'est une perception, ça n'a rien à voir avec la présence. Ben, c'est quelque chose de subtil. Voilà, c'est une subtilité, voilà. C'est pas une idée, non. Mais c'est pas une perception. C'est quelque chose de vivant. Voilà, c'est pas la présence. D'accord. La présence, ça n'a rien à voir avec une perception, aussi subtile soit-elle. Et c'est vrai que, malheureusement, une certaine spiritualité nous amène à croire que la présence est confondue avec quelque chose de subtil, ce qui peut nous faire jouer pendant des décennies avec des concepts comme tels que les anges, les présences, les machins, pourquoi pas. Mais tout ça, j'en ai conscience. Tout ça, ça apparaît dans la conscience.
Donc même les phénomènes énergétiques magnifiques, sympathiques, on connaît tout ça, c'est imprégné, bien sûr, hein, de conscience, mais comme le tank aussi, hein, il est imprégné de conscience. Tout est imprégné de la conscience, et tout apparaît à 0 cm de cette conscience. Mais sur un plan absolu, le tank n'est pas plus proche de la conscience, ou plus éloigné de la conscience, que les anges. Ça apparaît à 0 cm. Dans mon expérience, en tout cas, toute perception subtile ou grossière, elle apparaît à 0 cm de moi. Et alors tu disais que quand tu percevais donc ce qui est en face de toi visuellement, tu disais que tu voyais une distance, c'est ça? Je ne peux pas dire dans l'expérience directe que cette chose vivante que je sens là, que j'appelle la présence mais qui ne peut pas, je ne suis pas sûr qu'elle soit au niveau du bro là-bas. Non, mais il n'y a rien qui me l'indique. D'accord, mais ce que tu appelles la présence et qui est limitée, ce n'est pas la présence du tout. Je ne dis pas que c'est limité, je dis que je ne perçois pas de limite là, mais en même temps je n'irai pas jusqu'à dire que là-bas je la sens, je ne sais pas. Mais si tu perçois une limite ici... Non, je ne perçois pas de limite ici. Bah tu me dis qu'il y a quelque chose qui la présence... C'est comme si c'était peut-être plus flagrant ici, là c'est flagrant, c'est vivant, voilà, c'est flagrant. Puis plus ça avance, et moins c'est flagrant, jusqu'à peut-être qu'il y a un moment où ça devient plus... Alors, prends un objet comme ça, entre les doigts. Voilà. Les doigts et l'objet sont au même niveau, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah oui. L'univers, il est plat en fait. Ah oui, Ah oui, les doigts et l'objet font pratiquement un. Eh oui. C'est comme ça, tu peux prendre la Lune, les étoiles, les galaxies, tu vois qu'en fait, ils apparaissent à 0 cm de toi. Mais tu veux dire, en fait, si tu prends les choses en bidimensionnel, c'est ça? En fait, mais la vision, elle est bidimensionnelle quand le mental arrête de nous faire croire qu'il y a une perspective. Parce que la perspective est une construction mentale, en fait. Ça, c'est difficile à voir. Ça demande de vraiment s'installer dans ce qu'on a appelé la vision sans tête. Ça veut dire qu'il faut déjà que tu te rendes compte que c'est pas Olivier en ce moment qui est en train de regarder, c'est pas deux petits yeux, c'est pas une tête. C'est un espace ouvert, grand ouvert au-dessus de vos épaules. Et vous voyez comme moi, en cet instant, les bras, 2 bras, parce qu'on a tous 2 bras ici. On peut en avoir 3 ou 1 ou aucun. Enfin, on a 2 bras, 2 jambes, un buste. Par contre, on voit que les bras semblent émerger du vide. Vous faites toute cette expérience-là. Tu vois que, Carole, que tes mains sont attachées à des poignets à des avant-bras, les avant-bras à des coudes, les coudes à des bras, les bras aux épaules. Et à un moment donné, tu ne peux plus remonter plus haut, tu es arrivé à la limite du monde. Et si tu retournes le regard vers ceux qui sont en train de percevoir ces bras qui surgissent de l'espace, tu réalises que tu n'as pas de tête en fait, en haut, comme on l'imagine. On imagine que on a une tête. Et bien sûr, j'ai une tête pour vous, c'est-à-dire que vous voyez ma tête. Tant mieux. Tant pis. Tant pis pour vous. Moi, je ne la vois pas. Moi, je suis invisible pour moi-même. Vous voyez ? Et c'est ça, la découverte, l'éveil spirituel, c'est redécouvrir qui je suis. Mais pour moi-même. C'est pas pour les autres. Bibi doit se redécouvrir lui-même. Je découvre que je suis transparent, en fait. Je suis invisible à moi-même. Et c'est parce que je découvre que je ne vois pas ma propre tête dans le champ de vision que je peux être avec vous, que je peux être avec le monde, que je peux voir des couleurs,
C'est parce que c'est transparent là où j'imaginais une tête que je peux sentir les couleurs. C'est parce que ça n'a pas de forme là où j'imaginais une tête que je peux accueillir les formes. C'est parce qu'ici, ben, je ne suis pas un humain, je peux accueillir les humains, y compris le petit humain appelé Dan. Si je le regarde dans le miroir, il est là-bas, dans le miroir. Hein. Je vois Dan, il est avec vous là, quelque part. Hein? Il faut que je mette sur... Là, c'était un mode métaphorique, mais si je suis... Oui, Dan, il est là-bas, oui. Il est là-bas. Enfin, pour moi, vous le voyez ici. Mais moi, je le verrai toujours là-bas avec vous, avec Thierry, avec... On l'imagine. Mais le problème, oui, tout notre problème, c'est qu'on imagine que je est une personne, que je est un visage, que je est quelque chose. Et donc, tant qu'on imagine ça, bien sûr qu'il y a une distance. Il y a une distance entre deux personnes, entre deux visages. Mais si je réalise, comme Olivier est en train de le réaliser, que je n'a pas de visage entre toi et moi, tu vois le visage de Dan apparaître, mais peux-tu dire où se termine la transparence de ton côté et où commence le visage de Dan? Est-ce que tu peux trouver une limite claire entre ce qui perçoit de ton côté, d'où vient le regard, le doigt et mes yeux pointent vers l'absence de visage de ton côté, de ton point de vue, et le visage de Dan? Est-ce que vraiment tu peux trouver tu vois, l'endroit mesuré, l'endroit où la présence, l'ouvert, cesse et où commence Dan? A priori, non. C'est très important de se poser cette question-là, tu vois. Parce que là, on doit aller jusque-là, jusqu'à découvrir qu'il n'y a pas de frontières. Ça ne doit pas être juste être intellectuel, ça doit être dans notre expérience directe. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il n'y a pas de séparation. C'est comme si vous étiez dans un, comment on appelle ça, les vidéos de jeux là, immersives là. Oui. Mais Moi, j'ai plus l'impression que ça se passe pas forcément au niveau de la tête, mais à tout le niveau, un Quelle espace tête? ouvert. Oui. Que c'est un espace ouvert comme ça, quoi. Oui, mais bien sûr. C'est Pas pas... forcément la tête, mais tout ça. Non, mais justement, c'est une vision sans tête. Donc, Oui. c'est ouvert. Après, on sait que c'est par là que ça se passe. Ouais. Mais c'est un par là, c'est un ici qui n'est pas localisé dans l'espace, ni dans le temps. C'est ouvert. Ouais, ça ne peut pas se mettre en boîte, ça ne peut pas se mettre dans la boîte crânienne, Voilà. comme je l'ai toujours cru. Ah ouais. Quand j'étais là, Oui, je pensais que la conscience était dans la... Ah oui, oui, bon, bien moi sûr. aussi, hein. Je crois Ouais. que beaucoup de gens, enfin Ouais, plus ou moins. Mhm. Et d'ailleurs, les scientifiques, c'est des fous dangereux. Ils ont cherché la conscience, ils ont ouvert le cerveau quand même. Oui. C'est des psychopathes, les mecs. ils savent pas. Bah oui, mais l'ignorance, c'est ça la psychopathie, c'est l'ignorance. Mais oui, c'est ça. C'est une ignorance très crasse. Cette ignorance nous amène à faire des choses atroces. Plein d'expérimentation douloureuse. Ouais. Qu'on fait encore aujourd'hui beaucoup sur les animaux. Oui, c'est à ça que je pensais. Et ouais, un jour, peut-être, je sais pas, mais peut-être qu'on regardera ça comme un cauchemar. Comme on regarde maintenant les guerres napoléoniennes, on commence. Ou la Première Guerre mondiale, ou la guerre tout court. Et Les comment le médecins fait, l'ont dit. comment le fait d'être ouvert, ça change la réalité, enfin la réalité extérieure? Quand on commence à percevoir les choses comme ça, comment on appréhende... Attends, je juste reprends, s'il te plaît, j'ai pas entendu. J'ai Quand écouté on- le thème musical là. Quand on a cette perception justement d'ouverture, donc Oui. de plus de limites, on vit quand même toujours dans cette réalité-là où, Mais il n'y a plus de on. voilà.
Il n'y a plus d'eau. Voilà, Donc c'est le ça, corps c'est ça. est- C'est là que moi Bah, c'est-à-dire que je le... pêche. Tu pêches? Ça va pas. En fait, Malgré tout, il y a toujours cette. en fait, le corps, il vit juste comme il a toujours vécu, juste sans l'illusion qu'il y a quelqu'un aux commandes. Ça, c'est quelque chose que. Le corps, il est action. Les pensées pensent, le corps agit. Voilà. Les informations sont traitées par le cerveau. Et selon l'environnement dans lequel vous êtes, selon votre culture, votre langue, votre éducation, vous irez jeter des cocktails Molotov comme un policier qui tue un bambin au volant, ou vous serez scandalisé. C'est comme ça. Ça, c'est l'histoire du corps mental. Mais vous n'êtes plus attaché à ce corps mental. Donc vous arrêtez de vous contracter autour de l'idée que je devrais faire le bon choix. Il y a une cessation de la contraction, c'est un allègement. Vous vivez de façon allégée par rapport à avant, où vous vous preniez pour quelqu'un, parce que c'est très, très énergivore que de se prendre pour quelqu'un. Et d'ailleurs, imaginez le nombre de pensées qu'on a par jour. Tu parlais de 70 000, hein, c'est ça? Ouais, Mais on peut peut-être penser que 65 000 ou 69 000 de ces 70 000 pensées ne sont pas des pensées pratiques. Les pensées pratiques sont nécessaires. Les pensées de dévotion, de fraternité, de beauté sont nécessaires à la vie. Enfin, en tout cas, elles servent la vie, on pourrait dire. Mais les pensées qui ne sont pas nécessaires, ce sont celles qui gravitent comme des sortes de planètes autour d'un soleil fantôme qui est moi-je. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Oh là là, encore. Oh là là, il est encore là, lui. C'est toutes ces pensées, pourquoi j'ai dit ça et comment je vais faire. C'est toutes ces pensées anticipatives, récapitulatives, autour de l'idée que je suis quelqu'un. Et donc à un moment donné, comment je vais vivre, bah, tu verras bien, mais en tout cas tu vivras sans toutes ces pensées inutiles. Et donc, en fait, c'est allégeant. Ça allège, parce que imagine, là, quand même, enfin, je veux dire, pour produire une pensée, c'est quand même un cinéma Dolby qui est bien fait, quoi. Donc on imagine qu'il faut une sacrée énergie chimique, électrique, pour produire une pensée, pour la restituer, pour la refaire revenir, pour créer des associations de causalité, pour croire au temps, à l'espace. D'ailleurs, on ne les produit pas. Hein? D'ailleurs, est-ce qu'on les produit? C'est puisque c'est... Non, mais en tout cas, on les reçoit. En tout cas, il y a de l'énergie qui est dévolue à la maintenance de ces pensées. Produit ou pas. Voilà, et chaque pensée, quand elle est crue, elle engendre aussi des tensions dans le corps. Donc c'est des millions d'usines chimiques qui fonctionnent à chaque instant pour soutenir l'idée que je suis quelqu'un. C'est un truc de dingue. Et d'autant plus que les scientifiques qui ont fait cette recherche ont estimé qu'il y a à peu près, si ma mémoire est bonne, 90% de nos pensées qui sont, en tout cas en moyenne, qui sont routinières. Donc qui ne sont pas créatives, qui sont de la répétition, de la redondance, etc. 90%. Et ils estimaient qu'il y avait à peu près seulement 5% de pensées pratiques, intéressantes, créatives, etc. Voilà leur conclusion. Et donc, quand vous découvrez votre absence de tête, ben, vous arrêtez de produire progressivement, avec le temps, vous arrêtez d'être en mode automatique, où se produisent des pensées inutiles. Et donc, du coup, toute cette énergie de maintenance là d'un fantôme, ben maintenant, elle est dévolue pour guérir le cœur, pour les reins, pour le foie, pour vos enfants, pour les chats, pour admirer les arbres, pour regarder l'océan, pour sentir
l'eau fraîche ou l'eau chaude, pour, je sais pas moi, pour chanter, pour aimer. Donc, c'est pour ça aussi qu'en anglais, on parle de enlightenment, qui veut dire illumination, donc éveil, hein, à sa vraie nature. Moksha, comme disent les hindous, libération. Mais en anglais, on dit enlightenment, et enlightenment signifie à la fois illumination, donc éclairage, hein, et allègement. Light, c'est lumière et c'est léger. Donc nous sommes allégés de quelque chose qui n'a pas lieu d'être, tout simplement. C'est juste, voilà, c'est comme quand on s'arrête de rêver et qu'on entre dans le sommeil profond. Voilà, c'est bon, c'est paisible. Est-ce que ça te parle, Jésus? Moi, je suis sur autre chose. Je suis en train de réagir à ce qu'on disait, enfin, ce qui était dit tout à l'heure par rapport au jeu J-E et le jeu J-E-U. Non, c'était... Le jeu et le jeu. Je, c'est je avec majuscule et tiré, je avec minuscule. Donc c'est toujours je, mais le je minuscule, c'est le grand jeu plus Dan, par exemple, ou Jerry. Et puis le fait d'être de nationalité française, c'est je suis Jerry, un homme français. Mais moi, dans ma définition du jeu J-E, que ce soit en minuscule ou en majuscule, je le transpose en J-E-U pour m'éviter l'ennui. Ah oui. Perpétuellement. Oui, c'est vrai que si on voit que tout ça c'est la lila, comme disent les hindous, c'est un jeu cosmique, et qu'il n'y a personne aux commandes, oui, c'est tranquille. Ouais. Mais l'investigation, quand je parlais de je, c'est la découverte de notre véritable nature de jeu, d'un jeu qui est pur, et qui est déjà là, et qui n'est pas associé aux pensées en fait. Tu vois, c'est ça à quoi je faisais référence tout à l'heure. En fait, quand je ne sais pas ce qu'on va manger à midi, mais peut-être une salade. Moi j'ai apporté une salade, je ne sais pas si chacun a apporté des trucs, moi j'ai apporté une salade et puis une sauce que j'ai touillée avec plusieurs choses. Il y a par exemple, c'est très manuel ça, la moutarde, l'huile d'olive, on appelle ça le vinaigre. Quand je le touille, ça tient ensemble. Et quand j'arrête de touiller, l'huile d'olive revient de l'huile d'olive en fait. Redevient de l'huile d'olive. Et c'est comme l'eau et l'huile d'olive, on ne peut pas vraiment se mélanger. Et c'est pareil pour le je suis, notre vraie nature, être. Et je suis Dan, je suis un homme, je suis chanteur, je suis blabla. Ça marche tant qu'on touille. Dès qu'on arrête de touiller, le je suis véritable cesse d'être confondu en fait. C'est comme si on tombait le masque. Et donc, tout ce qu'on fait ici, c'est d'arrêter de touiller en fait. Donc il n'y a plus rien à faire. Tu vois, mais bon, ta métaphore était belle. Et c'est quand on découvre le véritable jeu, qui est qui n'est pas ni genré, ni lié à une localité, il n'a pas de nationalité, il n'a pas de forme, il n'a pas d'âge. Quand on découvre ce véritable jeu, alors la vie devient jeu d'abord, parce qu'il n'y a que ce jeu, il n'y a rien d'autre que jeu en fait. Et tout ce qu'on voit est une manifestation de jeu, et ça on pourrait dire que c'est le jeu, J-E-U, le jeu cosmique. On parle les hindous qui s'appellent la lila, tu vois. Ce mystère qui fait que le sans forme, qu'ultimement je suis, prend toute forme. Comment ça résonne ça?
toi? Est-ce que perpétuellement, je me mets dans un autre monde en fait? Moi, je suis dans le monde du jeu, J-E-U, plutôt que dans le monde du jeu, l'être. Mais ça, tu en as conscience. Ouais. Donc, qui est je? Ton je véritable? Le joueur. Ça veut dire la personne qui s'extrait du monde traditionnel pour aller dans un monde où il ne s'ennuie pas. Parce qu'avec les êtres traditionnels, en règle générale, je m'ennuie. D'accord. Mais là, tu fais référence à un jeu personnel. Mhm. Ici, nous faisons référence à une présence qui n'est pas personnelle, qui n'a ni à s'extraire, ni à se soustraire, ni à se défaire de quoi que ce soit, qui est déjà là et qui est déjà là. Moi, je pointe dans un satsang, nous pointons uniquement vers ce qui est atemporel. Mhm. Le maintenant de maintenant, en fait, c'est le même maintenant quand le Christ est né. C'est le même maintenant quand le Big Bang a eu lieu. Et c'est ça que tu es, c'est ça que je suis. Et donc, toi, tu parles encore d'un jeu personnel qui joue à rentrer, à sortir. Ça, c'est... Tu es encore prisonnier du film. Tu es dans le film. Ici, on parle de la possibilité de se dire « Ah, mais je suis l'écran sur lequel le film de Jerry qui s'amuse à être ceci, être cela parce qu'il s'ennuie, ça fait partie du film, tout ça. Et ici, je pointe vers le fait que toi, tu es la conscience. Tu es cet espace de conscience. Et là, tu t'ennuies pas du tout, là. Ce qui fait que tu produis l'ennui et que donc, durant une grande partie de ta vie, apparemment, tu t'es amusé, entre guillemets, parce que c'est un jeu qui n'est pas si amusant que ça, à devoir t'extraire d'un contexte pour arrêter de souffrir. C'est un peu comme si je pointais l'attention sur quelque chose et puis là je vais pointer ici. Puis maintenant je vais pointer ici. C'est bien. Mais ici ce que je propose, c'est de retourner l'attention à 180 degrés. Alors que ce dont tu me parles toi, je passe de 40 degrés à 60 degrés, à là, à là, à là. Je suis encore dans le monde, dans le film. Moi, je t'invite ici à retourner l'attention vers ce qui est conscient, vers l'écran sur lequel apparaît tout ça. C'est pour ça qu'on parle de l'absolu. C'est pour ça que c'est très radical comme message. C'est que tout ce dont tu parles, toi, c'est encore les jeux auxquels on peut jouer quand on est une personne, mais qui à la fois t'octroie un petit peu de liberté, et en même temps, ça joue dans un truc fermé, qui est le fait que tu te prends pour une personne, qui doit s'extraire, ou qui doit soutenir des conversations ennuyeuses. Là, je parle d'une autre possibilité. Une possibilité, mais incroyable, dont on n'a jamais entendu parler dans la société. Tu allumes la télé, la radio, tu n'entendras jamais, peut-être sur ici maintenant. Merci. Merci. Mais tu n'entendras jamais parler de ceux dont nous parlons ici, ailleurs qu'ici. Ou peut-être ceux que les amis que Carole invite, Frédéric. Ça me dit. Et ça me dit, Voilà. entre autres. Et d'autres amis vont parler de cette incroyable possibilité. C'est qu'il est possible en tant qu'être humain de découvrir que je suis l'infini. C'est incroyable. C'est un truc, c'est comme Matrix dans le film. Tout le monde tu vois, est en train de vivre dans un monde de rêve en fait. Tu vois. Et c'est la possibilité de sortir du rêve. Imagine que ça, c'est un rêve nocturne ici. D'accord ? Nous nous rencontrons dans ce rêve nocturne. Bon, ben, y a des chats dans le rêve, il y a une guitare, ça la sortira à un moment donné. Peut-être il y a des téléphones portables qui sonnent parfois, ouais. Il y a une caméra. Il y a la porte qui s'ouvre, on peut sauter. On peut sauter, ouais, parce que c'est le rêve.
Mais dans les rêves, souvent, on vole quand peut même. vite le matérialiser en Là, réalité. j'aime bien en voler. soi. Non, mais ça te réveille tout de suite. Ça veut dire que même dans cette vie courante, là, cette vie-là, qui ressemble beaucoup à un rêve, si tu es dans une approche de mort imminente ou quelque chose qui ça te réveille, tu vois, c'est aussi ça, quoi. La souffrance C'est vrai. te projette dans la conscience. La conscience sur le tigre. Ah, tout à fait. Hein. Quand je suis tombé de 10 mètres de haut avec mes 40 collègues au théâtre de la Maestranza le 16 juillet 92, avant de faire Othello. Ah, c'est vous, c'est ça, non? Tu étais quoi? C'était Ah, vrai. j'y étais, oui. Et au moment où l'apparent décor, qui était conçu pour 5-6 personnes, sans trou, avait l'impression d'être aspiré comme une... plutôt aspiré d'ailleurs que tombé. Ouais. Ouais, attiré. Donc c'est quoi? C'est le décor arrière qui s'est effondré ou c'est la scène qui Une s'est partie effondrée? de la scène sur laquelle il n'était pas supposé devoir être 40 personnes. Il y a seulement 5-6. Il n'avait pas fait un calcul de portabilité égale partout. Et le décor avait été transformé depuis l'Opéra de Paris vers le théâtre de la Maestranza, qui est plus petit, parce qu'il y avait un escalier par lequel nous devions arriver au début du premier acte pour l'arrivée d'Othello, pour chanter Fuoco di Gioia. Et on devait arriver en masse, mais on ne pouvait pas poser cet escalier au théâtre de la Maestranza à Séville, donc ils ont fait un escalier en colimaçon. Et donc on est arrivés tous sur effectivement une partie du décor qui du coup avait été entrouverte, qui n'était pas fait pour ça à Paris, où il y avait seulement 5-6 personnes, mais ils n'ont pas... On sait que tout le monde a... C'est la base. Bon voilà, et donc on est tombé. Et effectivement, au moment de sortir, donc tu es aspiré avec 40 personnes, il y a une personne qui est morte, plusieurs personnes qui ont eu des traumatismes extrêmement graves, des poumons perforés, enfin je vous passe les détails. Et quand je suis sorti du tas de corps, j'étais propulsé effectivement dans la présence, et même au moment de tomber en fait. Il y a eu la pensée, tiens c'est bête de mourir à l'opéra, mais c'était juste une pensée qui apparaissait dans un calme olympien. Et après je suis sorti de ce tas de corps, et j'ai vécu une expérience d'éveil, oui, qui a duré 3 mois, je ne savais pas ce que c'était d'ailleurs à l'époque. Mais je vivais en vision sans tête en fait, donc j'ai perdu la tête complètement, j'étais là. Je suis sorti du corps, j'étais heureux. Et en même temps, il y avait la pensée, mais c'est bizarre, ne montre pas que tu es heureux. Et j'allais prévenir les secours, parce que j'étais le premier à sortir du tas de corps. Et donc, effectivement, oui, quand on vit des moments comme ça, de mort imminente. Donc le rêve, c'est pareil. Quand on a un gros cauchemar violent, bah, ça te réveille, c'est la même chose. Ouais. Mais là, ce que je voulais dire à Jerry, c'est que si tu imagines, on peut partir de là. On dit en anglais fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à ce que ça se vive. Si vraiment vous imaginez que ceci est un rêve nocturne, d'accord? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus réel que le rêve, d'accord? Imaginez maintenant que vous êtes le rêveur de tout ceci. Parce que tout ça, c'est la substance de votre rêve. D'accord? Donc toutes les personnes qui sont là, les amis qui sont là, les chaises, les tables, le décor, les couleurs, les sons, tout ça, c'est produit par une autre conscience. D'accord? Il semble ici y avoir plusieurs consciences. Mais vous savez, puisque vous êtes tout d'un coup lucide au cœur de votre rêve, que toutes ces apparentes consciences, tout ce décor, tout ce monde-là, c'est produit par une conscience. Et vous pressentez que vous êtes cette conscience. Là, tu auras un parfum de ce, peut-être, ce dont je parle. C'est étonnant quand même, je parle de symbole, hein, mais que ça se passe sur scène, quoi. Cette aspiration se passe sur scène. Ouais, c'était très étonnant, ouais, parce que et c'était aussi un moment, on était avec Domingo,
Vous connaissez Placido Domingo? C'était Oui, c'est un copain. un copain. Je rigole. Pourquoi pas? Parce qu'on, symboliquement, on dit que c'est un rêve, on peut dire que c'est un film, on peut dire aussi que c'est une pièce de théâtre. C'est par Exact. rapport à ça. Oui. Et comme ouais, c'est une mise en abîme, hein, comme on dit dans certains films, comme dans Opening Night, si vous connaissez, de Cassavetes, hein, un couple qui joue leur déchirement sur scène, qui se déchire aussi dans le film, et en même temps c'est un film. Donc il y a des mises en abîme comme ça, oui, de temps en temps dans la vie. Mais il est sorti de corps aussi quand tu sors du corps. Oui, Mais ils ont fait un film il y a... est-ce qu'on sort du corps? Est-ce qu'on n'y est jamais entré? Oui, c'est ça la question. C'est étrange d'ailleurs cette sensation Oui. de sortir du corps. Voilà, Parce On dit que c'est toute une désidentification du corps. oui. Mais parce t'as que- quand même une Rien impression qui de sort. sortir. Oui, mais je ne suis pas spécialiste, mais ayant vécu souvent, c'est le fait que le corps n'a pas de limite. Quand ce sans limite surgit alors que précédemment tu étais très limité, Peut-être. il y a des effets de contraste. Oui. Et donc des effets, on va dire, de redéploiement énergétique, hein, Oui. qui peuvent voilà, C'est amener beaucoup d'imaginaire, pourquoi pas. Parce que. c'est mental qui traduit ça en sortie Oui, de corps. ouais. Voilà. Mais Je il y a dirais quand même plutôt une ça. sensation de fond qui Et peut nous dire, partir. ouais. Mais en c'est une fait, sensation. Ce que oui, tu c'est dis une là, sensation. c'est une sensation de redéploiement. Oui. Pourquoi? Oui, 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 Parce que oui. tout ça, tant que tu es localisé Oui. dans le corps, il y a des nœuds énergétiques. Oui, oui, oui. Pour soutenir quoi? Pour soutenir la croyance je suis quelqu'un. Et c'est vrai que Mhm. moi j'ai fait des sorties de corps, mais accidentelles, hein, pas volontaires. Et maintenant j'en fais plus du tout. Quoi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est Voilà. Mais déployé. ça se tout produit seul. surtout quand on va mal dans une période de la vie où on va mal, Non. psychologiquement. Ouais. En tout cas, tous ces phénomènes, souvent, Ce sont des phénomènes. sont des phénomènes déjà, et puis souvent ils arrivent par contraste. Hein, si vous observez bien, quand il y a une contraction précédente, et puis Ah oui. tout d'un coup une décontraction énorme, Ah, comme là l'expérience de mort imminente ou de possibilité de mort lors d'un accident, comme ce que j'ai vécu, Une grosse peur. une grosse peur, voilà, Il y a... paf paf, il y a un changement d'attention, ouais, qui rend possible Et là, on a vraiment on sait qu'on est cette conscience, quoi. Ouais. On est cette conscience. Voilà. Moi, je n'avais pas les mots pour le dire au moment de À cet ce accident. moment-là, Je ne lisais pas de choses dites spirituelles, bien qu'ayant vécu plein d'expériences très spirituelles durant toute ma vie, mais je ne le reliais pas à une tradition. Je n'étais pas dans ce contexte culturel-là. Donc, mais Mais la conscience, Oui, elle est on toujours réalise là. qu'on a cette conscience à ce La conscience moment-là. est toujours là. la conscience est toujours là. Voilà. Et c'est incroyable. Et ça s'arrête justement quand on dit ça y est, je suis sorti. Ça y est, je suis. ouais. Et là, boum, ça s'arrête. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est comme quand tu dis ah, je suis amoureux. Super. Là, c'est fini. Je dis super, je suis sorti. Et là, c'est boum, fait. c'est fini. C'était la Parce que d'un seul coup, ta conscience te dit. Enfin, non, je réalise, tu dis je suis sorti. Ah, c'est super, je suis sorti. Et puis là, boum, c'est fini quoi. Dès qu'il y a le jeu qui arrive, c'est fini. Ouais. Ça C'est vrai. tombe. C'est là que ça On s'arrête. l'a fait aussi. Il faut surtout. Alors, après, tu te dis surtout, je dis rien. Mais c'est mort quand même. Non, mais voilà, moi j'ai ces expériences. Moi aussi, j'ai eu ça. Ouais. Dès que tu commences à réaliser et à apprécier, tu dis oh, qu'est-ce que c'est bien, là, je suis bien là. Je reste. Je vais essayer 6, boum, ça y est fini. quoi. Ouais. Ou alors quand tu analyses, quand tu vois, Ah oui, j'ai compris ça. c'est ça, c'est ça. Dès que tu es dans l'analyse, tu dis ouais, est-ce que je suis sorti? Donc le réflexe, à chaque fois que nous vient la peur de parler ou ce genre de choses, à nouveau, comment faire le chemin du retour? Redevenir conscient de ce qui est conscient de la peur. C'est ça le chemin du retour, c'est revenir vers je suis, tout simplement. Oui. Mais il faut se rappeler de ça, il faut associer cette investigation à laquelle je vous invite ici
à tous les moments de votre vie Oui, quotidienne. c'est en Oui. ça que Oui. ça Parce que m'intéresse sinon, dans le si- quotidien. Voilà, si vous faites ça une fois par an, parce Oui, que voilà. il y a Frédéric, Sandy ou Dan ou d'autres qui arrivent à un satsang, ou que vous réservez ça le soir à Non, mais la vie 21h se charge de nous. avec vie la se- vidéo non duel. Non, La vie se charge de nous y ramener. voilà, mais vous êtes invité à chaque fois qu'il y a un sentiment de manque à investiguer est-ce que c'est vrai. Est-ce que je manque de quelque chose? Et donc tout ce qu'on vient de faire là tout à l'heure dans cette pseudo-méditation contemplative à laquelle je vous invitais, est bien de refaire ce chemin. Surtout découvrir que c'est qu'une pensée. quoi. C'est ça. Mais vraiment le vivre, hein, l'établir. Et la caméra. Eh bien écoutez, on fait une petite pause hein, jusqu'à midi. Midi. Il est quelle heure? Mais bon, voilà, je suis disponible Un petit quart d'heure. pour toute... La caméra, hein. D'ailleurs, La caméra. sachez aussi que je donne des soins énergétiques qui ne sont pas des soins énergétiques, mais qui est un toucher qui permet à certaines personnes de sentir ce qu'ils n'arrivent pas à sentir d'habitude. C'est associé à... Ça ressemble à du magnétisme, du reiki ou du... Bah, ça pourrait ressembler à plein de choses, mais le magnétisme et le reiki racontent l'histoire comme quoi il y a un pouvoir quelque part. Et ici, il n'y a pas de pouvoir. Ici, il y a juste la reconnexion avec le senti. Et la reconnexion avec le sentir, c'est non-duel. Bon. Donc si quelqu'un, pendant ce week-end, a envie de ça, je suis disponible pour une conversation individuelle, mais pas nombreuse. Voilà. N'hésitez pas à me demander. Mais c'est une autre façon de revenir au silence que nous sommes. J'utilise, entre guillemets, le toucher pour réaliser qu'il n'y a pas de corps, justement. On sent le corps, mais on verra ça peut-être plus tard, aujourd'hui ou demain. La voie du senti, on va sentir le corps pour découvrir qu'in fine, il n'y a pas de corps. C'est comme un chant. Sentir, c'est non-duel, c'est ça je comprends. Oui, Sentir, c'est sentir non-duel. les pensées. Ah, bien sûr, oui, tout à fait. Ouais, donc le toucher que je fais, c'est ce que je fais. Voilà, on est obligé d'utiliser des mots, mais c'est un toucher pour voilà, inviter quelqu'un à sentir, finalement. Après, plein de phénomènes, mais ça, c'est pas ça qui est important. Les phénomènes énergétiques, c'est une conséquence du fait que je m'ouvre, que je me détends un peu, que j'arrête de penser, que je commence à sentir le corps et que ce corps arrête d'être un corps d'organes et d'affirmation et de peur, De douleur. mais un corps de sensations, de vibrations et ultimement un corps d'espace. Un corps fait de rien, de perception. Un corps d'espace, je sais pas. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus de corps. Et donc là, il y a parfois une impression de sortie de corps, mais c'est encore, pour moi, c'est une récupération. Après, j'en sais rien, mais disons que quand on découvre sa vraie nature, tout ce genre de choses... Il n'y a plus. Ouais, c'est vrai. Ou pas. Je rajouterai toujours ou pas. Oui. Je viens d'ailleurs d'écrire une chanson là-dessus que je vous chanterai peut-être. Ah oui. Dont le refrain c'est ou pas. Parce qu'on peut toujours, à la fin de chacune de nos pensées ou de nos phrases, qui ont l'air bien chiadées et bien raisonnables, bien spirituelles, on peut toujours dire ou pas. Hein? Voilà, parce que les mots, il ne faut pas qu'on s'enferme là-dedans. Hein. Ouais, et puis la vie est très créative. C'est ça. Ouais, très ingénieuse. C'est très spirituel ça, ou pas. Ouais. Bon, pause. 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 Ou pas. Peut-être. Inch'Allah. Non, les satsangs, ils viennent. Ouais. Il y a Nouchka qui viendra aussi après. Comment s'appelle cette espèce de chat? Sphinx. Ah oui. Et il renaît de ses cendres comme moi, comme vous, comme nous. Ah oui, tiens. Ben oui.
ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu?